Alors, bonjour, merci d'être venus si nombreux ce matin. C'est un vrai plaisir de présenter dans ce lieu. Et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Je vais prendre une quinzaine de minutes pour parcourir, peut-être pas 180 slides, mais un petit peu moins. On va partir en voyage et on reviendra après pour débattre de nos chiffres sur la table ronde. Quand on parle de voyage, on doit nécessairement commencer par la demande. Alors cette slide, on la montre chaque année et il est peut-être temps d'arrêter de la montrer, mais je l'ai quand même mis juste pour montrer que ça fait quand même 2 ans qu'on a retrouvé les niveaux de demande pré-pandémique. Alors les chiffres que vous voyez là sont indexés à 2019, donc on voit bien qu'au niveau des 100%, on est au-delà, ça fait maintenant un petit moment. Mais si on fait un zoom sur la période depuis janvier 2023, on voit qu'il y a une belle croissance sur l'année 2023. Elle commence à décélérer en 2024. Elle est encore là, mais elle commence un petit peu à décélérer. Et on voit que l'année 2025, il y a quand même un petit peu de croissance, mais on part sur des bases qui sont plus fortes. Donc, indéniablement, ça commence à ralentir, mais il y a quand même de la croissance et c'est important de le noter. Le mois de mars, il est plutôt flat, comme on dit, mais c'est uniquement à cause de certaines perturbations dont on va parler un peu plus tard. Alors cette demande, elle mène à des taux de croissance quand même sur les taux d'occupation. On note 61% d'ETO sur l'Europe pour le premier trimestre, avec de la croissance. Donc globalement, des TO qui sont quasi similaire sur la totalité des territoires, bon, avec certaines différences bien sûr, mais on est bon pour le premier trimestre en 2025. Sur les TO, on a des chiffres qui sont un peu plus dispersés. On a 132 de prix moyen en dollars en Europe, ce qui représente 2% par rapport au premier trimestre de 2025. Encore une fois, on note que 2024 était une très belle année, donc c'est quand même de beaux chiffres, il y a encore de la croissance. Le seul territoire qui affiche une croissance négative reste la Chine aujourd'hui en ce premier trimestre. Si on se rapproche un petit peu de chez nous, et si on regarde l'Europe, ce slide montre des TO au premier trimestre qui sont indexés au même premier trimestre en 2019. Donc clairement, on voit que c'est le Royaume-Uni et l'Irlande qui ont retrouvé leur TO de 2019, mais qui n'affichent pas de croissance en ce début d'année. Donc c'est important de regarder le slide en deux. D'abord, on voit les index, donc tout ce qui est à partir de 100 et plus, c'est très bien donc par rapport à 2019, mais aussi il faut regarder la croissance par rapport à l'année dernière. Donc le Royaume-Uni et l'Irlande n'affichent pas de croissance en ce début d'année. Par contre, l'Europe du Sud, avec la Grèce, le Portugal et l'Espagne, affichent des taux de croissance qui sont très prometteurs. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir aujourd'hui. En termes de prix moyen, c'est encore l'Europe du Sud qui est devant. Avec la Grèce notamment, dont je reparle encore, avec 127 euros de prix moyen, soit 4% de croissance par rapport à l'année dernière. La France aussi est inclue dans le classement pour les prix moyens avec 129 euros, mais qui est une croissance flat par rapport à l'année dernière. Le reste de l'Europe, sur la droite, peine un petit peu plus à montrer de la croissance sur les prix moyens. Donc si on regarde au niveau des marchés, on est quand même sur un paysage assez uniforme. C'est en moyenne à peu près 2 chambres sur 3 sont vendues sur les marchés européens au premier trimestre. Ce qui montre une certaine stabilité en termes de croissance par rapport au premier trimestre de l'année dernière, encore une fois 2024 étant une base très forte. Il est important de noter que Londres n'affiche pas de croissance au Q1 de 2025. En termes de prix moyen, encore une fois, comme on l'avait vu au niveau des pays dans les slides précédents, là on regarde les marchés. On voit que c'est l'Europe du Sud qui mène la danse avec des prix moyens qui sont largement plus élevés que sur d'autres territoires. Et en termes de croissance, on confirme l'écart entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Le Portugal et Lisbonne, c'est la seule exception
en termes de croissance pour les prix moyens en Europe du Sud. Mais tout le reste, les voyants sont au vert. Donc, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce qu'on prédit pour le futur? Alors, on n'a pas de boule de cristal, on regarde les chiffres. En ce moment, il y a beaucoup de noise, comme on dit en anglais. Désolée pour le franglais, mais beaucoup de choses qui se passent. Nos forecasts sont envoyés tous les trimestres. Donc, ces chiffres que vous voyez sont basés sur des forecasts du mois de février. On travaille en ce moment sur les forecasts qui vont être distribués au mois de mai. Donc, à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, pour l'Europe, sur le court terme, on voit que c'est le volume qui va driver nos RevPAR. On voit donc une croissance sur les TO qui est supérieure à celle sur les prix moyens. Mais sur le long terme, il va y avoir un réajustement des prix. Donc pour l'instant, on est un peu prudent en termes de croissance de prix moyens, donc on mise plutôt sur le volume. Mais sur le long terme, on voit que ça va se rééquilibrer et que au final, les prix vont reprendre le dessus et que l'Europe devrait pouvoir encore miser sur l'élasticité de ces prix. Donc, je vais continuer par faire un zoom sur les plus gros marchés et je vais commencer par le Royaume-Uni. Alors, le Royaume-Uni, c'est un gros sujet en ce moment et on pourra peut-être confirmer ou pas avec le panel. Le Royaume-Uni a pris un peu plus de temps, et ça vraiment relativement au gros marché européen, à se remettre de la crise du Covid, mais encore une fois, c'est très relatif. Donc, ça a été un peu plus lent, mais on est vraiment sur une demande qui est rétablie. Si on regarde les performances mensuelles, donc sur un écoulement sur les 12 derniers mois depuis l'année dernière, on voit que c'est relativement, à première vue, ce sont des bonnes performances, rien de très alarmant. Un petit dip au mois de janvier au premier trimestre qui a l'air de revenir sur les TO sur le reste du premier trimestre. Alors, globalement, l'année 2024, en termes de croissance pour le Royaume-Uni, a été positif. On regarde sur la gauche du slide, on voit des croissances de RevPAR qui sont là. Elles sont soutenues par les prix moyens en 2024, mais on voit que cette tendance, elle change un petit peu à la droite du slide vers la fin de l'année, donc le Q4 de 2024 et le début de 2025. Donc on voit des chiffres, une décélération en tout cas de la croissance qui est à noter. Alors si on regarde par marché, il semblerait qu'il n'y ait pas, encore une fois, les chiffres sont avec des valeurs comme ça, on est encore bon. Londres note 73% de TO, 73 à Dublin, 72 à Leeds, donc on est encore, ça va. Si on regarde le premier trimestre en valeur comme ça, il n'y a rien d'alarmant. Mais après, si on regarde encore la croissance par rapport à l'année dernière, encore une fois, l'année dernière, c'était une belle année pour ces marchés-là, mais on voit quand même des croissances négatives. Et ça tire un peu la sonnette d'alarme et on pourra en discuter aussi plus longuement. À noter que le Royaume-Uni a un développement qui est très soutenu. C'est un des plus gros marchés européens en termes de développement hôtelier. Donc ça aussi, ça met de la pression sur la demande. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. En termes de prix moyens, on est aussi sur des tendances qui sont correctes. 157 pounds livres à Londres, 77 à Glasgow, 145 à Dublin. Bon, on est sur qui tout double en termes de key markets, Londres en comparaison aux autres marchés, donc 157 et 77 à Leeds. On est vraiment sur 2 cas de mesure, mais ça reste quand même des prix moyens qui sont bons. Et encore une fois, quand on regarde la croissance, on est sur de la croissance qui est négative sur tout le territoire ou presque, avec je ne vois plus très bien, désolée. Moins 2% à Londres, moins 2% à Bristol. On est quand même moins 3 à Cardiff. C'est des baisses qui sont considérables. Alors, heureusement, pour le Royaume-Uni, on ne va pas parler de Taylor Swift, j'en ai trop parlé, franchement, ça y est. Cette année, on a un été supersonique, Oasis, merci Oasis. Et on voit l'impact que ça a déjà grâce à nos réservations prévisionnelles. Donc, le Business on the Books pour
les mois d'été se portent bien, merci Oasis, et on voit très clairement l'impact que ce concert va avoir sur les différentes villes. Alors en vert foncé au milieu, donc là les couleurs ne sont pas très claires, mais pour les barres du milieu, c'est la semaine durant laquelle Oasis va performer, et en comparaison à la semaine d'avant et la semaine d'après. Donc c'est très clairement une bonne chose pour le Royaume-Uni. Un autre scoop que je n'ai pas mis dans un slide, mais c'est que Lady Gaga a aussi annoncé un tour en Europe pour cet été, et ce ne sera pas uniquement au Royaume-Uni, il y aura la France, l'Espagne, etc. Donc encore une fois, les concerts qui vont vraiment aider les destinations cet été et en cette fin d'année. Donc nos prévisions, encore une fois, ces prévisions datent du mois de février, elles vont être... je ne vais pas révéler notre forecast, mais qui n'a pas encore été distribué, sinon je vais me faire engueuler. Mais à prendre avec des pincettes, peut-être un petit peu toned down. Là, on a encore une fois des différences entre le forecast de Londres et le forecast du reste du UK. On voit bien que c'est le volume de la demande qui devrait porter la croissance du RevPAR sur la fin de l'année à Londres. Il y a encore, donc, on part aussi de beaucoup plus loin en termes de prix moyens. Donc l'élasticité des prix, elle est là, mais elle a quand même des limites. Alors que dans le reste des régions et des destinations, on a encore de quoi faire et on a un peu plus de marge de manœuvre en termes de prix. Donc c'est pour ça que sur le Regional UK, on voit plus la croissance du RevPAR va plus être portée par les prix moyens. Mais encore une fois, on a un nouveau forecast qui va être distribué au mois de mai, donc stay tuned. Dach, zone Dach. J'ai cherché plein de fois comment on dit Dach en français. Apparemment, on dit Dach, mais juste au cas où. Donc, Dach, Autriche, Allemagne, Suisse. Donc, ce graphe, il est un peu... il y a beaucoup d'infos. Ce qu'il faut retenir, c'est que la ligne avec les petits points bleus, c'est 2019. Donc, à voir où est-ce qu'on est par rapport à cette ligne-là. Donc, si on est en dessous, c'est qu'on n'a pas encore atteint les niveaux de 2019 en termes de TO. Et si on est au-dessus, c'est qu'on est bon. Relativement, ici, la Suisse, on voit qu'on n'est pas trop mal en termes de TO, en index, bien sûr. En bleu marine, c'est le premier trimestre. Donc la Suisse en tête. L'Allemagne a eu une très belle année en 2024 et on va en parler tout de suite. En termes de prix moyen, on est aussi, donc on a une meilleure vue parce que là, clairement, la ligne avec les petits points bleus, elle est bien en dessous du reste des lignes. Donc, ce qui prouve qu'on a rattrapé les prix moyens de 2019. On a juste un petit peu plus de travail à faire sur les taux d'occupation. Donc, zoom sur l'Allemagne. L'Allemagne, 2024, ça a été l'année de l'Allemagne. Clairement, encore une fois, l'Allemagne a pris un peu plus de temps à se remettre de la crise du Covid. Mais en 2024, on est sur de belles performances en Allemagne, que ce soit sur les TO ou les prix moyens. Un léger recul en janvier, mais pour remonter en février et en mars. Encore une fois, les concerts, alors pas Taylor Swift, mais Adele, et l'impact que ça a sur la ville de Munich, que ça a eu sur la ville de Munich au mois d'août. Clairement, on voit un RevPAR une croissance du RevPAR par rapport à la même nuitée en 2023, du coup, avec un RevPAR qui est très, très impacté sur cette soirée-là, et principalement porté par les prix moyens. Donc, c'est moins une question de taux d'occupation, mais plus sur les prix moyens. Mais l'Allemagne, c'est la reine du Messe, comme on dit. Et ce qui a sauvé l'Allemagne et ce qui va continuer de sauver l'Allemagne, c'est les grands salons et les grands événements. Alors, on voit là les pics de l'impact que les grands événements ont sur la ville, notamment de Düsseldorf. Et on voit l'effet positif qu'un événement peut avoir sur les marchés, mais en contrepartie aussi pour des événements qui ont lieu qu'une fois tous les 2 ans. C'est là où ça pose un petit peu problème, par exemple comme Interpack ou GIFA qu'on a mis ici. Donc lorsqu'on n'a pas de quoi remplacer ces événements-là, il y a clairement un dip sur cette période, mais qui au final en moyenne va se relisser grâce aux événements comme Drupa ou l'Euro. En termes de forecast, pour toute la zone d'art, il y a de la positivité.
Donc on voit sur les différents marchés de la croissance portée majoritairement donc sur Munich, Vienne et Cologne par les prix moyens. Zurich, on mise plutôt sur le volume avec le taux d'occupation. À droite, des tendances négatives sur Berlin, Hambourg et Stuttgart, uniquement parce que là, on part d'une base qui est très très haute en 2024 et c'est juste par question de précaution aussi. Donc on va un petit peu se réchauffer, on va aller en Europe du Sud. Le slide que vous voyez là, et on parle d'Europe du Sud ici notamment, avec un agrégat de l'Espagne, l'Italie et le Portugal, donc de super performances sur un glissement annuel de mars 2024 à mars 2025, des taux d'occupation et des prix moyens qui sonnent vert partout. L'Espagne et le Portugal sont très clairement des destinations très prisées et qui ont eu une très belle année en 2024. On voit une croissance à double chiffre sur les RevPAR sur la plupart des mois de 2024 et même sur le début de 2025. Donc des marchés très prometteurs, de très belles performances en 2024 pour ces deux marchés. Si on regarde au niveau des villes et des croissances, si on fait un petit zoom sur l'Espagne et le Portugal au niveau des marchés, on voit que la croissance, elle est tout aussi bien sur la côte que sur les villes non côtières. Donc on voit des voyants au vert qui sont partout, presque, à l'exception de Barcelone. Mais de manière générale, de la croissance sur tout le territoire, que ce soit sur les destinations balnéaires ou plutôt les villes. En termes de prix moyen aussi, c'est la même chose. On a une croissance à double chiffre sur pas mal de marchés, notamment sur Madrid qui sort du lot cette année en 2024, Malaga, les îles Canaries et les îles Baléares. Au premier trimestre, donc pour voir comment un petit peu on se place aujourd'hui, on est sur de la croissance. Elle est un petit peu plus limitée que l'année dernière, mais encore une fois, la base de 2024 étant si haute qu'il n'y a rien de très alarmant. Quelques reculs sur certaines villes espagnoles, mais pour l'instant, ça reste encore bon. En termes de prix moyen aussi, on est sur de belles performances. Alors le Portugal, comme je l'avais dit précédemment, un léger recul, à voir comment ça se développe au courant de l'année. Mais à noter que même au premier trimestre, les îles Baléares affichent quand même 13% de croissance. Quelque chose qu'il faut aussi retenir, c'est que donc, le premier trimestre cette année n'inclut pas les vacances de Pâques. Donc il y a eu donc, du coup les vacances de Pâques et la demande pour les vacances de Pâques a été décalée au mois d'avril. Donc l'impact des vacances de Pâques aura lieu au deuxième trimestre. Donc ça reste aussi des performances très encourageantes. Christina, 3 minutes. Pardon ? 3 minutes. Ouais. En Italie, donc tout va bien en Italie, 69% de taux d'occupation, on est bon sur les différents marchés. Au final, en Italie, ça va, tout va bien. Tous les marchés montrent des bons. Tu m'as déstabilisé. De belles performances. 13 minutes. OK. 2024, une année de croissance pour l'Italie. Donc, au niveau national, 4% de croissance sur le RevPAR et sur la majorité des territoires. Au premier trimestre aussi, il y a de belles choses qui se passent en Italie. Les destinations saisonnières, donc que ce soit à la montagne ou sur le littoral, ont un peu plus de mal en ce début d'année, mais rien de très alarmant. La seule chose à dire sur l'Italie, c'est que, d'après ce qu'on entend de nos clients, l'Italie semble à la perception d'être un pays qui est très cher. Donc il va falloir peut-être regarder les prix moyens en Italie, mais bon, encore une fois, à débattre avec le panel. Sur les forecasts en Europe du Sud, bien sûr, vu comment 2024 s'est passé, on est bon. Milan, on note donc un growth, un très gros growth en 2026, grâce au JO, bien entendu. Mais comme quoi, on n'a pas toujours une boule de cristal. Parfois, il y a des événements qu'on ne prédit pas. Généralement, c'est des événements qui ne sont pas si joyeux que ça. Malheureusement ou heureusement pour Rome, les obsèques du pape ont fait que le business
skyrocket, comme on dit, sur la ville à la fin avril. Donc, comme quoi, parfois, il y a les événements auxquels on ne s'attend pas qui peuvent aussi ramener de la demande. Je fais très vite. On est arrivé chez nous en France, 2024, 100 millions de touristes. Super année, rien à dire. Merci les JO qui ont eu un réel impact sur les performances nationales. Durant la période olympique, Paris a super performé. C'est un secret pour personne. On le sait, on l'a dit, on l'a redit. Par contre, les grands événements, encore une fois, ils ont un impact positif sur une certaine année, mais ils vont venir biaiser les performances pour l'année suivante. Donc, en 2024, les JO, ça a eu 2 impacts. Un report de la demande parce que les voyageurs n'ont pas forcément voulu venir à Paris à cause des JO. Donc ça a impacté l'avant et l'après-JO. Il y a eu aussi le manque à gagner du Paris Air Show qui n'a pas eu lieu l'année des JO. Donc ça aussi, ça impacte. Donc comme quoi, les événements, c'est bien, mais c'est aussi à double tranchant parfois. En Île-de-France, l'Île-de-France a brillé l'année dernière. À voir comment cette année ça va se passer. Mais pour 2024, c'est de très belles performances. En région, les régions, c'est très macro, donc ça va, rien d'alarmant. Mais au final, au premier trimestre, on voit bien l'impact de cette demande qui est vraiment sur un axe qui est Paris, Île-de-France, Provence, Alpes-Côte d'Azur. C'est vraiment cet axe-là qui bénéficie de ce surplus de demande et les autres destinations qui ont un peu plus de mal encore. Donc un effort à faire sur le reste du territoire. Mais encore une fois, les vacances de Pâques, les ponts de mai vont potentiellement faire remonter un petit peu les chiffres à partir du 2e trimestre. Donc notre forecast, il est basé uniquement sur Paris, sur les hôtels luxury, upper upscale. Encore une fois, sur cette année, on mise un petit peu sur les TO, sur le volume. Une fin d'année qui est un petit peu plus difficile, mais ça c'est une deuxième à partir de Q3, mais ça c'est aussi parce qu'on sort des JO, donc il va falloir remplir, mais rien de très alarmant. Sur le long terme, on voit que c'est les taux d'occupation qui vont porter, qui devraient porter donc le volume, la croissance de RevPAR. Et sur le long terme, encore une fois, on réajuste et c'est les prix qui continuent de monter et qui devraient justement faire passer ce RevPAR sur une toute nouvelle trajectoire. Donc au final, les conclusions très rapidement. On est dans un contexte mondial qui est compliqué en ce moment, ça change tous les jours, mais l'Europe semble être résiliente et l'Europe pourrait potentiellement positivement bénéficier de ce qui se passe aux États-Unis. Donc on va garder cette idée-là pour être positif, pourquoi pas. La Méditerranée, un vrai moteur de croissance pour l'Europe, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, mais il y a aussi d'autres destinations qui rentrent dans l'Europe du Sud et qui sont encore un petit peu moins prisées. Le Royaume-Uni, un problème au Royaume-Uni pour l'instant, à voir comment ça va évoluer, mais c'est un marché qu'il faut continuer il faut regarder, il faut surveiller. Et en France, un tableau nuancé, oui, encore, mais avec l'arrivée de nouveaux hôtels, avec l'arrivée de nouvelles marques sur la totalité du territoire, ça devrait apporter de belles perspectives et permettre à cette demande d'un petit peu couvrir tout le territoire et non pas seulement l'axe Paris, Île-de-France, PACA. Alors, toute la data qu'on vous a présentée, elle est disponible sur notre outil. Notre outil couvre des datas mondiales. Je suis là avec toute l'équipe France, Samantha, Betty, Nicolas. On est tous là pour, si jamais vous voulez en discuter, si vous n'êtes pas encore souscrit à STR, on est là pour en parler avec vous. Donc, merci beaucoup. Et, merci Christina. J'ai fini. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord faire un premier commentaire pour regarder un peu les performances passées. Je sais qu'elles n'engagent pas les performances à venir, mais on regardera un peu les prévisions après. Premier tour de table, Tugdual, Philippe, Guillaume, enfin les deux Philippe d'ailleurs. Quel regard vous avez portez-vous sur la performance de l'industrie hôtelière ces 12 derniers mois en Europe? On pourra aussi peut-être se focaliser sur la France. Et très concrètement, comment ça se concrétise dans vos portefeuilles, dans la performance de votre patrimoine ou vos portefeuilles immobiliers? Tout ça. Bah oui. Alors déjà, je vais faire une synthèse de ce qu'on a vu là. Globalement,
quand on regarde, ce que j'ai trouvé intéressant sur l'année 2024, c'est pour l'hôtellerie, c'est un peu la nouvelle référence. Faut peut-être avoir en tête que jusqu'à présent, nous, notre seule et unique référence, c'était 2019. Donc en 2024, parler d'une année de référence qui était 2019, ça commençait à être un peu daté. Et pourquoi on faisait ça? Parce que on n'avait pas vraiment de repères en fait. On n'avait pas vraiment de repères parce que les choses allaient très vite. On l'a vu sur les statistiques là et la data. On a eu des taux de croissance en 2022, 2023, 2024 qui ont été assez exceptionnels. Et donc on se retrouve là en 2025 avec des taux de croissance plus modestes. Il ne faut pas bouder notre plaisir non plus sur, on va dire, la capacité de l'industrie à avoir rebondi et s'être renforcée comme ça après ces 2 années 2020-2021 qui ont été très compliquées. Et donc 2024, elle était intéressante pour ça, c'est que c'est la première année de stabilisation. À la fois au niveau de la top line, on a beaucoup parlé de top line, ne faut pas oublier qu'une fois qu'on a encaissé le chiffre d'affaires, il faut payer les charges. Et sur l'EBITDA, c'est vrai qu'aussi sur la bottom line, on n'a pas du tout ou pas forcément toujours les mêmes dynamiques. Et là aussi, on avait besoin d'outils de référence, d'années de référence pour analyser tout ça. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a eu un gros élément dans l'hôtellerie qui a continué à impacter jusqu'à 2024, c'est l'inflation. On a eu des grosses évolutions de coûts, des grosses évolutions de salaires, et il y en avait une grande partie qui était nécessaire, notamment, vous avez sans doute entendu parler de tout ce qui était rétention des talents, difficulté de la restauration et de l'hôtellerie à trouver du personnel, et donc nécessité de réajuster aussi les niveaux de rémunération. Donc voilà, 2024, pour moi, c'est new normal, et c'est ça qui est important pour notamment retravailler des stratégies d'investissement pour avoir de la donnée fiable. Voilà, c'est ça ce qui nous manquait un peu. Une fois qu'on a dit ça, c'est quoi le new normal? C'est et ça je pense qu'on l'a bien vu, la revanche du Sud sur le Nord. Ça c'est clairement, c'est extrêmement marqué, hein, l'écart de performance qu'on peut voir entre l'Espagne et l'Allemagne, il est vraiment exceptionnel, hein, je ne sais pas dans quel sens le prendre, mais en tout cas il est très important, hein, il y a clairement une dynamique qui est très différente, portée essentiellement évidemment par la thématique loisirs. Ça aussi c'est une des grosses thématiques qu'on retient, enfin nous qu'on retient en tout cas chez Covivio, par rapport à des années précédentes où on était toujours assez sceptique, voilà, sur le loisir. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est notre capacité qu'on a eue à s'adapter à cette nouvelle normalité. Et notamment, le premier investissement qu'on a fait après 2-3 ans on va dire de on hold, comme on dit, c'est investir dans un resort dans les îles Canaries. Il y a 4-5 ans, on aurait présenté ce dossier-là à un comité d'investissement. On aurait dit, non mais attendez les gars, vous rêvez, resort, plein d'Allemands et d'Anglais toute l'année aux Canaries, pas de diversification de clientèle, pas de clientèle business, que du loisir, beaucoup trop volatile. Et en fait, on revoit complètement les stratégies d'investissement à l'aune de ces dernières années. Et je trouve que c'est ça qui est aussi intéressant. Et puis, dernier élément, ça a été un peu évoqué, et je trouve que pour le coup, on l'oublie aussi de temps en temps. On l'a forcément en tête dans d'autres classes d'actifs, dans le retail, dans le bureau et tout ça, c'est la dynamique et l'équilibre offre-demande. Ça a été adressé notamment sur le Royaume-Uni. C'est le cas aussi pour l'Allemagne. Malheureusement, l'Allemagne cumule un peu les problématiques un peu difficiles. Mais globalement, 2 chiffres. Le premier, c'est la nouvelle offre qui arrive sur le marché chaque année, une ouverture de nouveaux hôtels. En Europe, en moyenne, on est entre 1,5 et 2. On va dire à peu près 2. Le Sud, on est plutôt, et dans le Sud, j'inclus la France, on est plutôt entre 1 et 1,5. Le Nord, donc Royaume-Uni et Allemagne notamment, on est plutôt autour de 5-6. Donc ça aussi, ça explique une partie de la contre-performance. Et au Royaume-Uni, notamment ces 2 dernières années, on a eu des Londres, Manchester, Édimbourg, on a entre 5 et 10% du parc qui arrive sur le marché et qui explique aussi cette performance. Donc on joue avec tout ça. En tout cas, moi je trouve que c'est une période qui est passionnante et qui nous permet maintenant de travailler un petit peu plus à long terme qu'on l'a fait jusqu'à présent, où là on était plutôt en réaction, et maintenant travailler avec cette nouvelle normalité pour reconstruire des stratégies d'investissement.
Philippe Rossini, le new normal chez Swiss Life, ça se passe comment? T'as un peu tout dit, donc on fonctionne un peu pareil, donc j'ai pas beaucoup plus à apprécier. Peut-être que le loisir, quand il est résilient, il y a une dose quand même de corpo qui s'y adosse. Donc dans les grosses villes d'Europe du Sud, Madrid, Milan, pourquoi elles continuent aussi à performer, à surperformer aussi, c'est parce qu'elles arrivent à driver du business corporate qui, avant le Covid par exemple, le corpo à Madrid n'était pas forcément aussi développé. Cette capacité à venir driver du business qui était très France, très Allemagne, vers l'Europe du Sud, notamment à Milan aussi. Et je trouve une des grosses forces de ces pays aujourd'hui. Après, le new normal, c'est clairement, on met plus de loisirs dans notre alloc. Très clair. On va venir sur le marché immobilier juste avant, Philippe Journeau, la revanche du Sud par rapport au Nord. Qu'est-ce que tu en penses, toi? J'en sais rien. C'est une bonne réponse. Simplement parce qu'on est un peu les rookies de la bande. On a quelques hôtels. On est des real estate players. Et on a fait de l'hospitality parce que c'était dans notre mindset, parce que dans nos grands centres commerciaux, dans nos méga retail parks, on a une dose d'hospitality qui est importante. On a fait des grands projets urbains comme à Nice, par exemple. Et donc, dedans, bien sûr, tu mets de l'hospitality. Donc, vraiment, je me réfère à vous parce que je ne peux pas parler de revanche. Ce qui est sûr, c'est qu'au fond, les gens aiment bien le soleil. Ouais. Voilà. C'est quand même plus sympa de faire un séminaire ou d'aller voyager quelque part là où il fait beau et plutôt que là où il fait froid et il fait pas très beau. Ok. Donc voilà, une fois que je t'ai dit ça, donc c'est logique que ces années, on a connu le revenge shopping dans la consommation, en particulier dans le luxe. Et je pense que dans les voyages, c'est la même chose. C'est-à-dire que cette privation de voyage, l'offre nouvelle, des nouvelles chaînes d'hôtels, parce que ça, on n'en parle pas assez, du luxury lifestyle, etc., comme ce qu'on essaye, nous, de faire, ça crée un espèce de petit boost. Et vous avez parlé, Christina, des gros events. Le marché des concerts, c'est 8 milliards d'euros en France. Il y a Bugs Bunny qui fait un concert le 4-5 juillet 2026. C'est plein. DJ Snake, un DJ qui te fait le Stade de France, puis l'Accor Arena après. Dans la même soirée, il fait 90 000 personnes. Et le patron de Live Nation me disait que quand il y avait un méga concert, eh bien, il y avait 20% de locaux, tu avais 40% de provinciaux donc, qui venaient. Moi, je peux en parler. Je vais à Lyon pour voir le concert de Dua Lipa demain. Donc, tu vois. Je crois que tu étais fan de Dua Lipa. J'adore Dua Lipa. Et qu'il y a 40% d'étrangers. Et où est-ce qu'ils se retrouvent? Ils se retrouvent chez Airbnb, dans les hôtels, tout simplement. Et ces méga events, ce soir, par exemple, notre hôtel à Nice, il a 102% de taux d'occupation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ouverture du Festival de Cannes, tu es tranquillou jusqu'au Grand Prix de Formule 1 où les prix explosent littéralement. Et ça, ce sont des événements qui reviennent chaque année. Donc, tu sais que chaque année, tu auras Festival de Cannes et tu auras chaque année le Grand Prix de Formule 1. Et ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que chaque année, il y aura de plus en plus de grands concerts. Quand à mon époque, moi, quand j'avais 18 ans, le gars qui faisait l'Olympia, c'était un champion. Un jour, il a fait le Zénith. Maintenant, un gars que tu ne connais pas, il te fait le Stade de France, donc 2 fois. Non. Et donc, il y a bien des gens qui viennent chez lui. Et ça, pour moi, c'est quelque chose au-delà de la revanche du Nord par rapport au Sud, parce que vraiment, j'ai pas d'éléments, mais ça, je sais, je connais bien ce truc. Et ça, c'est vraiment... et il y en aura de plus en plus. Bon, sans transition, on essaye de revenir sur l'immobilier, Guillaume Garcin. Il y a un effet Oasis là dans les transactions là. On peut avoir, ça peut être rock'n'roll. Non, mais comment ça s'est passé l'année 2024 et comment ça se passe aujourd'hui en termes de transactions? On va revenir sur 2024 quand même. Juste un mot sur le parallèle entre l'opérationnel qui se porte bien et le marché de la transaction qui suit quand même l'opérationnel avec un petit décalage. Je vais en parler un peu plus longtemps. Et juste sur les PIGS, parce que c'est comme ça que les appelaient nos amis anglo-saxons, Portugal, Italie, Grèce et Espagne. En effet, les performances opérationnelles sont bonnes et au niveau de la transaction, ça suit. Donc il n'y a pas de secret. La bonne portance des pays fait qu'il y a beaucoup de transactions. À l'exception peut-être avec une nuance sur le UK qui est un marché particulier, mais sur les pays du Sud, en effet, on a des volumes de transactions qui sont records. L'Allemagne qui a connu un
un volume de transactions faible en 2024, mais lié aussi à une difficulté passagère liée économique. Donc je pense que ça c'est un point important. Et sur le UK, on a 7 milliards d'investissements au UK. En effet, comme l'a dit Tugdual, je pense que c'est un marché qui est très dynamique. Et juste pour refaire un petit parallèle entre 2019 et 2024 sur le volume de transactions, 2024, on commence à arriver au volume de transactions de 2019, donc avant Covid. Alors, on ne va pas mettre de virgule derrière les volumes parce que vous savez qu'on est sur un marché qui est très opaque, l'hôtellerie, donc c'est dur de donner des volumes précis de transactions. On va dire qu'en 2019, on était environ à 20, 27, 27 milliards d'euros. Aujourd'hui, on va arriver à 2024, on va dépasser les 20 milliards d'euros de transactions européennes. Donc ça, c'est quand même un point, je pense, très important. Drivé par l'UK, évidemment, avec plus de 7 milliards de transactions. L'Espagne, 3 milliards et demi. La France, 3 milliards. Donc on est sur des volumes conséquents. Et l'Allemagne qui était à 1,5 milliard seulement. L'autre sujet aussi, c'est de savoir d'où vient, je pense, les investissements. On est sur un marché qui était quasiment exclusivement value-add, avec deux grands acteurs, que ce soit l'acquisition ou à la cession. C'était le capital investissement avec le private equity et les opérateurs investisseurs. Là où on a eu un moment de faiblesse, mais qui est logique, s'explique par la remontée des taux, c'était côté investisseurs institutionnels, évidemment, qui ont plus vendu qu'acquis. Donc le temps qu'ils remontent les fonds, et ça a fait fuir en effet beaucoup d'acteurs core. Donc on s'est retrouvé sur ce marché Value-Add 2024 qui est en train de changer. Donc, je ne sais pas si on parle des perspectives 2025. Mais on peut enchaîner, oui, bien sûr. Mais peut-être un mot sur les valeurs. On a l'impression que le secteur de l'hôtellerie est à peu près la seule poche de résistance de valeur dans un repricing généralisé sur les marchés immobiliers. C'est vrai ou faux? Alors deux choses. La première, c'est que c'est un actif contracyclique, on l'a vu, avec un peu la logistique peut-être par rapport au bureau et au retail. Donc ça, c'est la première chose sur la contracyclicité de l'hôtellerie. Et en effet, sur les performances, on va distinguer mur et fonds de commerce. Mur, on est impacté directement par la remontée des taux. Alors, on va dire qu'on est sur du loyer fixe en majorité, même s'il y avait des loyers variables, et Tugdual est bien placé pour le savoir. Mais en effet, donc en mur, on est impacté directement, donc on a un impact financier direct sur la valorisation de l'actif. Qu'en mur et fonds, on a eu la chance d'avoir des RevPAR qui ont surperformé à la suite du Covid, et donc de pouvoir récupérer la rentabilité de l'actif sur le fonds de commerce, ce qui a compensé en partie le financement qui coûtait cher. Donc, je ne dis pas que le marché est limpide, mais en tout cas, sur le mur et fonds, on est sur une activité qui est équilibrée grâce à ce sous-jacent opérationnel. Ceux qui ne font pas le sous-jacent opérationnel, aujourd'hui, sont quand même à risque. Et je préciserai un point sur le sous-jacent, même uniquement mur. Nous, on fait la totalité des classes d'actifs. Donc, on a vu des baisses de valeur assez significatives sur d'autres classes d'actifs. Même en mur seul, même en loyer fixe, l'hôtellerie a moins repricé que le reste du marché immo. Et il y avait une composante sur l'appréciation du sous-jacent hôtellerie, à savoir la capacité de l'hôtel à aller payer son loyer, qui, comme était mieux perçu, en tout cas mieux valorisé, permettait de limiter l'impact. Il y a quoi? Il y a une logique de taux d'effort, un peu comme dans le commerce? Oui, exactement. Il y a une logique de taux d'effort. Et donc, dans le calcul, pour aller un tout petit peu plus technique, on calcule des taux de cap qui remontent avec la hausse des taux. L'impact la partie du taux qui est liée au sous-jacent hôtellerie est venu être préservé, en tout cas plus préservé que sur les autres classes d'actifs. Donc, ça permettait de limiter l'impact. Mais la prise de risque, quoi. Exactement. Ouais. Juste avant les prévisions, je voudrais vous faire une toute petite parenthèse, une toute petite fenêtre, et Christina en a parlé un petit peu. On est dans un contexte un peu agité depuis qu'il y a eu un changement de président aux États-Unis. La question qu'on s'est posée, on a Trump qui est à peu près tous les quarts d'heure dans la presse économique. On se demandait s'il a un peu mis le bazar. Et grosso modo, quels sont les impacts de la politique commerciale du président des États-Unis sur la demande des touristes américains qui viennent en Europe, et aussi peut-être des touristes européens qui pourraient aller aux États-Unis. On a demandé à Antoine Walter, directeur général d'Expedia France, de nous parler. Alors c'est là où je dois faire un coup de zapette, et on l'a filmé, et il faut que je rappuie, m'a dit Victoria. Aujourd'hui, chez Expedia, nous continuons d'enregistrer une croissance de la clientèle américaine sur les 6 prochains mois, sur la majorité des pays européens. Cette croissance est plus portée par notre écosystème B2B, d'un côté, et de l'autre côté par notre clientèle membre, avec le lancement du programme OneKey aux États-Unis l'année dernière. Aujourd'hui, la France se positionne toujours dans le top 4 des pays européens les plus visités par les Américains,
avec la croissance la plus forte comparée aux autres pays que sont l'Italie, l'Espagne et le UK. En 2025, toutes les prévisions montrent une baisse notable des voyages internationaux, incluant les Européens, vers les États-Unis. Plusieurs facteurs contribuent à cette tendance. Le premier, bien évidemment, le contexte politique et économique, avec les politiques et les déclarations de Donald Trump, et aussi des préoccupations liées aux droits de douane, qui ont dissuadé de nombreux voyageurs internationaux de se rendre aux États-Unis. Le deuxième, c'est le coût de la vie. L'inflation et la hausse des prix des hôtels, mais aussi des restaurants et des locations de voitures, rendent les voyages aux États-Unis beaucoup moins abordables qu'auparavant. Les données publiques du premier trimestre 2025 montrent une diminution de 7% des voyageurs européens par rapport à l'année 2024 et une baisse encore plus forte de la clientèle canadienne et mexicaine vers les États-Unis. Les voyageurs européens semblent se tourner davantage vers d'autres destinations en Europe et en Amérique latine, et on remarque aussi une forte augmentation de la demande canadienne vers l'Europe. Alors, dès la fin des Jeux Olympiques et même pendant les Jeux Olympiques, Paris a gagné des places dans la recherche de la part des voyageurs internationaux par rapport à l'ensemble des grandes villes européennes. Et cet effet s'est prolongé sur la fin de l'année 2024 et sur le début de l'année 2025. Cependant, il faut noter que la deuxième partie de l'année risque d'être un peu plus compliquée sur Paris, car il y a eu beaucoup d'événements l'année dernière qui n'auront pas eu lieu cette année. Donc, bien évidemment, les Jeux Olympiques, mais aussi le Mondial de l'automobile ou la réouverture de Notre-Dame. Concernant spécifiquement la clientèle américaine, cet impact a été très important avec une augmentation à 2 chiffres de la recherche de Paris par la clientèle américaine. Une augmentation qui est encore plus forte pour les arrondissements centraux de Paris et pour les catégories d'hôtels 4 et 5 étoiles qui sont historiquement les catégories préférées des Américains. À noter que parmi les top nationalités, les Américains restent la clientèle avec le plus fort prix moyen. On remarque aussi une augmentation de la demande américaine vers d'autres destinations secondaires en France. On peut citer Strasbourg, Aix-en-Provence, la Normandie ou Nice, mais dans une moindre mesure par rapport à l'augmentation de la demande auprès de Paris. Alors non, ce n'est pas une légende urbaine. Ce qu'on appelle le life travel, c'est-à-dire l'envie de voyager pour assister à des événements de grande envergure, tels que des concerts, des tournois sportifs ou des événements culturels, va continuer son accélération en 2025 en raison de l'envie croissante des voyageurs de vivre des expériences pendant leurs vacances. 70% des voyageurs sont plus susceptibles de planifier leur voyage autour d'un événement par rapport à il y a 5 ans. Et ce sont les millennials et la génération Z qui sont les principaux moteurs de cette tendance. Si on parle du tourisme sportif, il représente déjà 10% des dépenses touristiques mondiales et on estime qu'il devra atteindre 1,3 trillion de dollars en 2032. Selon une étude Expedia Group, 44% des fans de sport sont prêts à voyager à l'international pour des événements et ce chiffre atteint même 56% chez les 16-34 ans. À noter 2 chiffres intéressants. 3 fans sur 5 ne résident pas dans les villes hautes et les dépenses moyennes par voyage sportif sont estimées à 1 500 $. Avec la Coupe du Monde de la FIFA 2026, mais aussi les prochains Jeux Olympiques en Italie et à Los Angeles, on estime que cette tendance va s'accélérer dans les prochains mois et les prochaines années. Ça corrobore ce que tu disais sur, l'effet, maintenant, concert. Une réaction, messieurs, sur Trump? Est-ce que finalement, c'est pas votre meilleur allié, là, juste à court terme? Parce que les Américains viennent et les Européens restent. Je pense que c'était un bon résumé, ce qu'on a entendu. C'est vrai qu'on a eu une petite réaction un peu d'effroi en se disant waouh, ça peut avoir des impacts significatifs. La réalité, c'est qu'il y a probablement un peu plus à gagner qu'à perdre. Et puis moi, juste sur la clientèle américaine, clairement, je partage aussi avec Philippe le bonheur en tant que propriétaire d'actifs à Nice. On voit que notamment Nice continue à ouvrir des nouvelles liaisons directes entre les États-Unis et Nice. L'aéroport de Nice est très attractif pour ça. Et ça draine, ça continue à drainer de plus en plus de clientèle et c'est très positif pour toute la région. Moi, je voudrais rebondir, tu as parfaitement raison. Il y a un élément qu'on a omis, c'est de parler de l'explosion de l'offre de voyage. Il y a 25 ans, vous aviez un Paris-Marrakech une fois par jour. Là, vous avez un pont aérien.
Vous parlez d'un Paris-Lisbonne à 15 vols ou 20 vols par jour Paris-Lisbonne. Donc, et ça, c'est vraiment fondamental parce que avec l'explosion des voyages low cost que font les gens, ils payent le billet d'avion pas cher et ensuite ils se font plaisir dans l'endroit où ils vont. Et ça, c'est super important pour l'hôtellerie. Sur Nice, par exemple, ils font une extension de l'aéroport. Moi, sincèrement, je ne comprends pas les chiffres que l'on a dans notre projet iconique à Nice avec DoubleTree. Il y a plein d'Américains qui viennent de partout, à des prix moyens de vente qui sont des ADR à 60 balles au-dessus de ce qu'on avait prévu. On a fait notre budget déjà du mois de juin. On a plus 60 000 euros par rapport au budget du mois de juin. On est le 13 mai, donc ça va. Le budget du mois de mai, j'en parle même pas. Pourvu que ça dure, ouais. Donc, et on est en train de penser à agrandir l'hôtel en piquant sur des bureaux d'un gars qui va moyennement bien. On se dit, tiens, on va faire 15 chambres de plus. Donc vraiment, moi j'appelle ça chez nous la chance du débutant. Donc on avait déjà eu beaucoup de chance avec Soho House à Paris. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut choisir des endroits sur lesquels il se passe des choses. Parce qu'il y a aussi les dynamiques des villes. Alors vous êtes à un niveau global, nous on ne l'est pas, donc on a un peu plus de tranquillité par rapport à cela. Mais si on choisit bien les villes, on parlait de Venise. Moi je vous dis, le prochain grand spot européen, c'est Venise. Vous avez le luxe qui est en train de monter à toute vitesse à Venise, le luxury lifestyle qui est en train d'arriver à toute vitesse. Il y a des prix moyens qui vont exploser. Et donc, vous allez avoir une clientèle de plus en plus haut de gamme qui va payer de plus en plus cher pour Venise. Donc, il faut aussi être un peu dans le micro-marché et regarder les villes qui sont particulièrement bien desservies, en fait, par des gros Si je reviens un aéroports. peu sur Paris, sur le haut de gamme, sur le 4-5 étoiles, c'est quoi un peu les prévisions, les prospections et peut-être aussi sur le côté transaction immobilière, est-ce qu'aujourd'hui ça va animer le marché immobilier? On a vu beaucoup d'hôtels et beaucoup d'appétit d'investisseurs pour l'hôtellerie parisienne. Ouais, alors Paris en 2024, en effet, ça a animé le marché. Je pense que 80%, 70% du volume de transactions à Paris, c'est drivé par 5 transactions. Ouais, on les connaît tous, le Pullman, le Hilton, le Mandarin Oriental, j'en oublie Notre-Dame-des-Arts et le Saint-James. Donc en effet, c'est des transactions exceptionnelles. Sur ce premier trimestre, on n'a eu qu'une transaction au-dessus de 100 millions. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres qui sont sortis, mais on verra en fin d'année, on fera le bilan. Je ne sais pas combien il y en aura qui sortiront cette année, mais en tout cas, ça participe à la liquidité de Paris en termes de transactions. Hein. Paris, c'était en 2024 la ville la plus liquide d'Europe. Derrière, c'était Londres, parce qu'il y a eu beaucoup de single assets, justement, et ces volumes qui ont drivé. Après, j'ai envie de dire, il ne faut pas trop s'acharner sur le volume aussi de transactions. Il y a aussi le nombre de transactions qui est important. Paris, ce qui est important de noter, c'est qu'on est sur 20-30 transactions par an en 2024. Et je pense que ça participe aussi à la liquidité d'un marché. On peut voir à l'inverse en Grèce, où il y a en effet 700 millions de transactions, mais il y a un deal qui drive la moitié du volume de transactions en Grèce. Donc, à relativiser, même si c'est des marchés qui se portent bien et qui ont des perspectives positives. C'est la granularité du marché et la liquidité est beaucoup plus importante. Oui, et Londres, le Royaume-Uni a beaucoup de transactions, alors beaucoup de portefeuilles, 60% c'est du portefeuille au Royaume-Uni. Le reste de l'Europe, c'est plutôt 10% en 2024. Mais c'est important d'avoir cette liquidité et la France et Paris sont des marchés liquides. Évidemment qu'il y a des destinations plus liquides que d'autres. Après, c'est une question de prix. Et en termes de performance, Philippe, l'hôtel de Saxe, il marche bien ou pas? Je deviens booker pour le restaurant pour mes copains, donc si tu veux, ça cartonne, ouais. Oui, mais enfin, tes copains, il y a non, des mais- Américains, il y a un peu de monde. Non, mais écoute, premier mois, on a ouvert les ventes, on a inauguré le 3 avril, on a ouvert les ventes le 25 mars, et on est à 40% de taux de remplissage sur le premier mois. Donc c'est cool. On attend évidemment un ramp-up. Moi, j'ai plus de recul sur... D'abord, je crois à fond en Paris. Pour raconter ce qu'on veut, c'est magique. Voilà. Je crois à fond au luxury lifestyle. Parce qu'aujourd'hui, tu as quand même une tendance à ce que les gens veuillent ce type d'hôtel sur lequel il se passe des choses. Vous allez sur le rooftop du Sac, c'est juste extraordinaire. Et vous avez Paris à vos pieds. D'ailleurs, on croise les doigts, on est en train de négocier avec le PSG pour qu'ils viennent fêter chez nous au cas où. Oh, Mais touche du bois, mais- là. mais C'est on une croise- corde sensible. Vraiment, on touche du bois. On Vraiment. va pas nous porter l'œil. là. Non, surtout Ah, pas. Surtout c'est- pas. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que plus, moi. j'ai pas assez de recul. J'ai pas assez de recul sur le Saxe. Ce dont je peux vous parler, c'est de Nice. Et ce dont je peux vous parler, c'est du Soho House qui est rempli tout le temps.
Donc on a un ramp-up, on a un mois d'expérience, donc c'est pas le truc. On est très très content des démarrages. Mais juste sur la clientèle touristique, je sens bien que c'est le moteur de la demande. Ça ne s'exprime pas que sur des hôtels à Paris. Je voudrais qu'on fasse peut-être une petite focale sur ce que les financiers appellent l'hôtellerie de plein air, ce que les gens appellent le camping, et qui est l'une des spécialités où vous étiez l'un des premiers à vous positionner sur ce créneau chez Swiss Life, qui visiblement cartonne. Ouais, l'hôtellerie de plein air, l'hôtellerie de plein air, nous on a commencé à regarder ça en 2014 et on a fait le premier fonds en 2018. Et en 2014, quand Johanna, notre patronne de l'hôtellerie chez nous, a pitché faire un fonds de murs de camping, c'est un peu été pareil. C'était perçu comme ton resort probablement, mais force est de constater que c'est un micro-marché de l'hôtellerie. Ça a à peu près 20 ans de retard sur ce que l'hôtellerie a pu faire. Donc, ce marché-là bénéficie des erreurs et de l'information de ce qui a marché et pas marché en hôtellerie pour mieux se comporter. C'est 20-30% 20 points de marge d'EBITDA en plus que l'hôtellerie. C'est ouvert 6 mois l'année. Donc, pendant 6 mois, on peut faire tous les travaux. On n'a pas besoin de le faire en site occupé. Et on construit plus de camping en France. Donc quand on a un marché qu'on a une demande du marché qui est en hausse quasi systématique depuis une vingtaine d'années et qu'on n'a pas de nouveaux produits et que donc le play c'est de réussir à en acheter, donc faire de la croissance externe, ceux qui arrivent à rentrer sur le marché, le problème que nous on a, c'est pas un problème d'argent ou de levée de fonds, c'est un problème de trouver des personnes qui veulent vendre leur camping, qui est détenu encore à 70% par des privés. Et donc, tout notre travail, c'est de trouver les bons produits, les bons types d'investissements. Et nous, on demande à tous les partenaires et tous les industriels qui font l'hôtellerie de rentrer sur ce marché-là. Parce que c'est un marché, si l'hôtellerie est opaque, ça veut dire que l'hôtellerie de plein air, c'est encore une autre manière d'appréhender la transaction. Ça veut dire que les enseignes peuvent venir aussi, les opérateurs, il y a quelques enseignes, grosses enseignes assez connues qui sont en train de lancer ou qui ont commencé à acheter soit des resorts pour tendance camping pour s'exercer et un peu comprendre comment ce marché-là fonctionne. Et encore, là, je parle beaucoup de la France, mais la France, 80% du CA, c'est juillet-août. Donc, il ne faut pas se planter. C'est 80% de saisonniers en termes de masse salariale. C'est un marché qui est très différent. Booking n'existe quasiment pas. C'est du camping.com, c'est je réserve d'une année sur l'autre. Ils ont 2 tarifs. Tarif haute saison, basse saison. Ton camping vue entrée à côté des poubelles, c'est le même prix que le camping pas de vis-à-vis, enfin que le mobil-home pas de vis-à-vis vue mer. Et ils s'embêtent pas, le 30 juin, ils ont leur tarif basse saison, 1er juillet, tarif haute saison. Donc ça veut dire quoi? On peut faire un peu de yield management Mais nous, ce qu'on fait, on fait du yield management, c'est 15% de CA en plus, et on n'a rien fait d'autre. On a juste mis en place de la tarification dynamique. Nous, on peut les aider à faire du benchmark si jamais. Ouais, non, mais c'est un vrai problème. On n'a pas de transac. Aujourd'hui, on a une étude, Xerfi, et c'est la seule que l'on a qui nous aide un peu à naviguer. Donc, mais c'est un super marché. Je confirme, Philippe, mais il faudra qu'on se parle pour avoir un peu plus de transparence sur le marché de la transac avec plaisir. Parce que nous aussi, on a lancé le camping un peu sur le tard. On l'a pas pris peut-être assez tôt par rapport à Johanna. Mais en effet, c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui mérite de se professionnaliser, entre guillemets, de s'industrialiser comme les autres classes d'actifs parce que c'est un actif à part entière qui doit avoir les mêmes vertus que ce qu'on a connu en hôtellerie ou en bureau. Donc à nous de bosser le sujet. Comme tu l'as dit, c'est du soleil. On vend du soleil, on vend des vacances et ça, c'est facile. Quand j'ai commencé à en parler, les gens, vous avez commencé plutôt à sourire aussi. Ce qui est un peu moins le cas quand on parlait de taux de cap sur les transacts. Ouais, mais parce qu'on pense à un film en particulier, je pense, qui n'est pas une bonne pub. Ça peut rentrer dans la stratégie de Covivio, ça, d'aller un peu plus au soleil et d'aller un peu plus sur l'hôtellerie de plein air ou pas forcément. C'est pas dans la feuille de route. C'est pas la priorité. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est ça, à des vrais spécialistes. On peut pas tout faire. Bon, et la feuille de route de Covivio Hôtel aujourd'hui, dans ta vision sur le marché et le positionnement de Covivio sur 2025 et 2026? Il y a plusieurs choses. Il y a à la fois évidemment la croissance, donc la croissance du portefeuille, la croissance de l'allocation de Covivio dans l'hôtellerie, avec la volonté de
d'avoir jusqu'à un tiers de notre portefeuille immobilier qui soit de l'hôtellerie. Aujourd'hui, c'est 20%, le bureau, c'est 50%. Donc il y a déjà cette trajectoire assez ambitieuse. Du rééquilibrage de la location, hein, c'est pas anodin que j'ai parlé de la revanche du Sud sur le Nord, parce que ça nous incite nous aussi à prendre ça en compte dans notre stratégie d'investissement et de rééquilibrage du portefeuille. On a été des gros investisseurs pendant la période 2015-2019 en Allemagne. On a beaucoup cru, comme beaucoup d'investisseurs immobiliers, à la force de l'Allemagne. On voit aussi que voilà, il y a des cartes qui ont été redessinées et donc il faut qu'on en prenne acte dans la stratégie d'investissement. Et puis, dernier point... Avec le nouveau chancelier sur l'Allemagne, ça peut changer les choses ou pas? Ça peut que améliorer les choses. Oui, je pense que les Allemands ont cette liberté qu'on n'a pas, c'est de l'argent public, et clairement l'argent public bénéficie à l'économie et donc bénéficie à l'Allemagne qui est en plus très drivée par le business, beaucoup plus que d'autres juridictions. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Après, ça va pas se faire tout de suite, mais ça nous permet d'être un peu plus optimistes, en tout cas sur les perspectives de l'hôtellerie en Allemagne. Et puis le dernier point, c'est un peu lié à la conclusion là. On voit que maintenant les performances se stabilisent, hein. On parle de 1,5 à 2% de croissance. Bah ça nous incite, hein. On a eu des belles années avant où on va dire, on était très porté par le marché. Bah là, ça nous incite à retravailler, réinvestir dans nos hôtels. Clairement, les 2-3 dernières années, en fait, il n'y avait aucun intérêt à réinvestir dans les hôtels puisque en fait, la performance était au rendez-vous et on ne voulait surtout pas créer de la perturbation dans la performance en fermant l'hôtel, éventuellement en réinvestissant massivement. Donc là, ça va être la période là, 2025-27 où on a lancé un plan assez significatif d'investissement pour repositionner des hôtels. Bon, on ne fera peut-être pas du luxury lifestyle partout, mais en tout cas, on va essayer de faire des lieux accueillants, vivants, sur des hôtels assez différents de ce qu'on avait jusqu'à présent. Sur des hôtels détenus mur et fond? Oui, bien sûr, sur des hôtels détenus mur et fond, puisque c'est là où on a la pleine flexibilité de faire un petit peu ce qu'on veut. Oui. Juste une petite incise sur mur et fond, c'est la double performance quand tout va bien, quand tout va mal, c'est la double peine. Il n'y a pas aussi un risque de faire du mur et fond? C'est le jeu, mon bon monsieur. On va dire high yield, high return, high risk aussi. C'est clair que dans cette volonté de faire plus de murs et fonds, c'est d'aller chercher plus de performance. C'est vrai qu'il y a du risque derrière et à nous de voir comment on peut, on va dire, atténuer ce risque, hein. On en revient à des fondamentaux de l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est volatile. C'est pas que l'indexation des loyers, la vacance, c'est aussi, on va dire, l'inflation, c'est aussi les coûts, c'est aussi l'offre nouvelle. Et donc, il faut qu'on fasse avec tout ça. Après, il nous semble qu'à long terme, le fait d'avoir le contrôle entier de l'hôtel doit nous permettre de générer de la performance supplémentaire et surtout d'avoir de la main sur l'immeuble, hein. Quand on est investisseur immobilier, on aime bien avoir la main sur l'immeuble et c'est vrai que je raconte souvent cette anecdote, mais il y a un moment quand on a investi dans des murs d'hôtel et qu'on voit le locataire de notre hôtel qui fait beaucoup d'argent, il y a un moment on se dit bah tiens, pourquoi moi aussi j'aurais pas le droit à générer directement cet argent? Et donc c'est un peu l'idée de faire ça. On a nous un équilibre un peu entre la partie mur et fonds, puisque justement en tant qu'investisseur institutionnel, en plus on est coté, donc on a un certain nombre d'objectifs contraintes. On a besoin de montrer que voilà, on n'est pas en full risque, mais qu'on a un équilibre entre du revenu fixe et puis du revenu un peu plus variable où on va aller chercher de la rentabilité. Et je rappelle juste ici, ce que le Covid nous a appris, c'est plus de risques, plus de retours, mais moins de risques, pas forcément zéro risque non plus de ne pas récupérer la totalité des loyers, hein. Et donc le Covid nous a appris que le bail était certes plus protecteur, mais n'était pas, en tout cas dans le côté extrêmement protecteur qu'on pensait qu'il serait. Et donc je trouve que le risque-retour sur investissement d'être en mur et fonds aujourd'hui est beaucoup plus apprécié. Même en France, avec le coût du D'ailleurs, travail? la France est surtout un marché de mur et fonds, donc c'est clairement vrai en France. C'est un peu moins en Allemagne, par exemple. Ouais. Et l'Allemagne est un gros marché de lease. Mais clairement, aujourd'hui, le mur et fonds, ça devient... Et juste un mot sur les baux, en effet, mais même en bureau, ça a été la même chose. On a un peu rêvé avec WeWork. Et en France, malgré que l'hôtellerie se porte bien, on a aussi des mauvaises surprises, hein. Il y a des groupes qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, hein, on les connaît. D'autres qui vont peut-être le venir. Donc ça,
même quand une typologie d'actifs se porte bien, ça n'empêche de regarder ce qui se passe dans le sous-jacent et d'être attentif en amont de ses investissements. Hein, on ne peut pas faire n'importe quoi, même quand l'actif a le vent en poupe. Moi, je voudrais juste rajouter en tant qu'investisseur immobilier que, à la fin, quand tout va mal, c'est justement parce que tu as tes murs que tout va bien, que tu passes les crises. Nous, on l'a vécu dans le commerce. On a 1 million de mètres carrés de commerce, 1 million, bah, on a passé la crise. Si on avait que des fonds, bah, on ne l'aurait pas passé, tout simplement. Très clair. Deuxième incise, mais c'est peut-être un mauvais raccourci que je fais dans ma tête. On parlait de l'Allemagne et on a beaucoup parlé de loisirs, pas beaucoup d'hôtellerie d'affaires. Il y a encore un réservoir de croissance. Alors, il est pas forcément, on ne fait pas que des affaires en Allemagne, hein, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai pas envie de partir en vacances en Allemagne, moi, mais c'est peut-être un biais. Quelle est un peu votre vision, vos anticipations sur l'hôtellerie d'affaires post-Covid, une fois qu'on a inventé Teams, une fois qu'on a institutionnalisé le télétravail? Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste un relais de croissance? Qui veut s'y lancer, Guillaume? Non, moi je me lance, mais peut-être qu'Udual sera pertinent ou Swiss Life, parce qu'en bureau, ils connaissent bien. Non, juste, je pense que sur le volet télétravail, en effet, on arrive à une sorte de stabilisation. Ce qui m'inquiète plus pour la corporate, et tu viens d'en parler sur l'Allemagne, en effet, la relance économique de l'État va booster un peu le corporate. En France, on a une crise de la construction qui est très importante et qui drive 1,5 million d'emplois en France. Donc ça a un impact, et on le voit, on l'a peut-être pas vu là, mais sur les segments économiques, en effet, ça souffre un peu plus, qui sont, je pense, impactés par du corporate, parce qu'il y a beaucoup de sous-traitants, et il faut loger ces gens-là. La restauration, c'est pareil. Donc je pense que sur cette clientèle corporate, on a un petit sujet quand même économique, temporaire, ça arrive, mais en tout cas la construction, elle est quand même un petit peu dans le mal pendant encore 2-3 ans. Je ne suis pas devin encore une fois, mais vu le nombre de PC qui sont déposés, que ce soit sur le logement social, le bureau hors Paris, je caricature, et c'est déjà pas mal, on n'est pas bien. C'est dur l'Allemagne, clairement, sur l'hôtellerie. On a eu des belles progressions, en effet, l'année dernière, mais qui étaient un effet rattrapage. Après, j'allais dire, là encore, c'est 2024, new normal. Donc, on a arrêté d'imaginer qu'on reviendrait au niveau de 2019 en termes de rentabilité. Clairement, l'Allemagne, c'est un des pays qui a perdu on va dire, en rentabilité. Et on a eu des pertes de valeur en Allemagne sur l'hôtellerie parce que la rentabilité n'est plus au rendez-vous et qu'ils ont perdu une partie de leur clientèle et qu'en plus, ça fait partie de ces pays qui ont connu des inflations très fortes. Hein, avec le Royaume-Uni, c'est les deux pays qui ont connu les inflations les plus fortes. Donc, une fois qu'on a fait ce constat-là, qu'on a dit, OK, maintenant, la new normal, c'est quoi? On peut maintenant de nouveau travailler, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on va dire, voilà, on a courbé un peu l'échine sur les 2-3 dernières années. Et maintenant, on recommence un petit peu à voir les choses d'un point de vue plus positif. Hein. On parlait du nouvel gouvernement, du plan d'investissement massif. Hein. 800 milliards, ça, c'est considérable. Et donc, ça aura des impacts considérables aussi sur l'économie, allemande évidemment, européenne sans doute. Donc, tout ça, c'est plutôt positif. Je pense qu'après, en tant qu'investisseur, il y a évidemment les perspectives, il y a évidemment le marché, et puis après, il y a la rentabilité all-in. Hein. Donc après, la vraie question, c'est est-ce qu'on arrive à trouver des opportunités d'investissement compte tenu du niveau de return qu'on peut attendre, du niveau de risque. Hein. Si vous me dites, moi, j'ai un investissement à 10% en Allemagne ou 5% en Espagne, j'hésite un peu. Hein. Clairement, l'Espagne, ça fait rêver, etc. Mais 5%, is it enough? Je ne suis pas sûr. Voilà. Donc après, est-ce que ça se traduit directement dans les prix et dans les rentabilités? Pour moi, c'est plus ça la question du jour sur l'Allemagne. Oui, non, je partage. Clairement, je pense qu'il y a des bonnes affaires à faire aujourd'hui en Allemagne. S'il y a un pays où on peut rentrer sur un point bas pour faire sa rentabilité, je pense que c'est l'Allemagne. Puis en Allemagne, je trouve que ça dépend quand même beaucoup des villes. On a des villes qui sont très drivées par du maïs, où on est, qui, même si on revient à des performances pas très éloignées de 2019, souffrent parce que la promesse on va avoir une grosse arrivée de clientèle assez massive dans des villes qui ont des gros événements de manière assez systématique, en fait, ça ne revient pas vraiment dans ces niveaux-là. Et donc, les prix moyens baissent
Et donc là, la vision long terme, elle n'est pas. Par contre, d'autres villes secondaires en Allemagne, elles se portent très bien. Du business local avec un peu de loisirs aussi sur des villes assez jolies. Donc, il faut être un peu granulaire aussi dans l'analyse en Allemagne, je pense. Et Essen, c'est très joli. Essen, c'est très joli. Bon, allez, dernière question. On retourne au soleil sur l'Europe du Sud. Est-ce que ça sera encore un moteur de croissance dans les années à venir, ou est-ce que vous considérez que c'est un marché haut? Est-ce que c'est plutôt le moment d'être vendeur plutôt qu'acheteur, ou est-ce qu'il y a un deuxième sujet canari chez Covivio? Rapidement, de notre côté, je pense qu'on est sur un point haut. On est sur un point haut en Espagne et en Italie aussi. Ça ne veut pas dire qu'il y a des bonnes affaires à faire. Je pense que clairement, dans des destinations très loisirs, si on est prêt à prendre un risque 100% loisir, on peut, en ce compris camping, on peut aller chercher des bonnes affaires. Mais en effet, si on veut rentrer sur du Madrid bien placé à Atocha, bon, bah, ça coûte cher. Oui, c'est cher parce que c'est bien. Voilà, donc je vais faire le truc inverse, parce que nous, on a envie de se renforcer en Espagne, en Italie. Bon, clairement, les fondamentaux, je pense qu'on est beaucoup à être convaincus. Après, oui, ce ne sera pas des plays avec des rentabilités, des perspectives de rentabilité all-in qui seront importantes. Maintenant, c'est une partie dans l'allocation du portefeuille, c'est une partie qu'il faut avoir, et sans doute de façon beaucoup plus significative qu'on avait avant. Après, oui, c'est cher, mais sans doute beaucoup, on est investisseurs immobiliers, hôteliers depuis de longues années, on trouve toujours ça trop cher. Et puis, c'est souvent démontré l'inverse, hein. Je connais beaucoup d'exemples de gens qui disent que voilà, Paris a toujours été hors de prix. Bon, voilà, hein. Donc, il y a un moment, il faut avoir quelques convictions fortes, à la fois basées évidemment sur les performances passées, et puis aussi un peu de perspective, sans oublier ce que je disais au départ sur la partie offre-demande. Et puis, parce que clairement, structurellement, voilà, il y a des pays sur lesquels il est plus facile de construire que d'autres, et culturellement aussi. Donc voilà, pour moi, peut-être le point d'attention justement, on a connu aussi en Espagne des phases de développement et de croissance et de construction très fortes. Pour moi, il est plus là le risque. C'est qu'il y a un moment, on connaît ces cycles hôteliers, immobiliers. Il y a un moment, tout le monde veut aller en Espagne, tout le monde veut aller en Italie, ça construit à tout va, et la demande ne suit pas. Et c'est ça, pour moi, le risque sur ces destinations, plutôt qu'un ralentissement des perspectives de demande. Voilà. Bon, et ben on va suivre tout ça. Merci beaucoup. Juste un petit mot, Oui. juste sur les investisseurs, quand même, c'est important parce qu'on parle de Ouais, la bien sûr. cherté des produits. Je veux juste rajouter qu'il n'y avait pas d'acteur core l'année dernière. Ça va peut-être changer, ça commence à revenir. Donc du corps plus. Ouais. C'est bien beau de faire du value add, c'est bien beau de rénover des actifs. Je pense que Philippe, avec la compagnie Facebook, c'est pareil, il aurait fait des très beaux actifs, mais il faut aussi avoir des gens qui sont capables d'acheter avec des taux un peu plus bas, donc des acteurs corps, et ça devrait revenir sur le marché. C'est en train. Si les taux d'intérêt baissent. Les taux d'intérêt baissent, donc Normalement, oui. tu vois, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Bon, allez, nous on se donne rendez-vous Côte d'Azur et Venise, c'est ça, j'ai retenu. Moi j'adore ces destinations. Merci beaucoup, messieurs. Merci infiniment, Christina, pour la présentation. Et il reste un petit peu de café et je crois qu'il y a des visites rooftop qui sont prévues. Merci en tout cas. Pour ceux qui veulent monter, n'hésitez pas, ça vaut la peine. Ça va vous prendre 2 minutes, mais ça vaut la peine.